Il se pourrait que j'ai pas mal lu récemment. Ça vous dit un petit il était un livre? Coucou mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve rapidement en voix off parce que comme vous pouvez le constater à ma tête étourdie, eh bien j'ai complètement oublié de vous saluer. Mais ça me tenait à cœur de vous dire coucou mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec toutes mes lectures de fin septembre et début octobre et j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira. Donc allez, sans plus tarder, on va commencer. Dans cette vidéo, je vais parler de Deepwater écrit par Sarah Epstein et édité chez Le Livre de Poche Jeunesse. Puis je vous parlerai de Celle qui devint le soleil, le premier tome de Shelley Parker Chan et du coup édité chez Brajlon. Puis je vous parlerai de Belladonna, le premier tome de Adalyn Grace et du coup édité chez De Saxus. Ensuite je vous parlerai donc d'Inheritance Games, le quatrième tome, donc les frères Ossan de Jennifer Lynn Barnes et du coup édité chez Pocket Jeunesse. Puis je vous parlerai des Disparus du pays imaginaire de Eden Thomas et édité chez Sabran. Puis nous terminerons cette vidéo avec une petite pépite jeunesse qui est autre que Mémoire de la forêt, le premier tome de Michael Brun-Arnaud et édité chez l'École des loisirs. Comme je vous l'ai dit, on va donc commencer par Deepwater que j'ai reçu de la part de la maison d'édition, mais tout ça je vous l'ai déjà dit à maintes reprises, que ce soit dans différentes vidéos ou même différentes balles. Donc je sais pas si c'est vraiment nécessaire que je recommence, mais au niveau de l'histoire je vais faire ça en 2-3 phrases. On suit un groupe d'amis d'enfance qui s'est déchiré et le soir de leur grosse dispute, une tempête a éclaté et un des petits garçons, qui est le jeune frère d'un des du cercle des copains, va disparaître. Est-ce une simple disparition, un enlèvement, une fugue, un meurtre? Beaucoup de questions vont se poser et donc je vous laisse découvrir tout ça en le lisant. Je vous l'avais déjà dit, mais c'est un roman qui est à lire à partir de 16 ans et je tiens à le souligner comme l'a fait la maison d'édition, donc au dos du roman. Je le voyais plus, il est juste ici et c'est quand même important parce que dans ce roman on va quand même pas mal parler de la tempête justement, donc avec des noyades, avec des morts, avec de l'alcool aussi, pas mal de violence aussi au sein d'une famille, etc. Donc voilà, je préfère vous prévenir quand même que c'est pas un roman à mettre dans les mains de tout le monde, mais malgré tout, moi j'ai adoré. À vrai dire, c'est un roman que je voulais déjà lire quand il est sorti chez Bayard en grand format, et quand j'ai vu là qu'il était dans le catalogue pendant que moi je suis partenaire, je me suis dit ah c'est un signe, c'est le moment de le demander pour justement découvrir cette histoire et je regrette tellement pas, c'était tellement bien, vraiment j'ai adoré ma lecture. En plus à partir de septembre, octobre, novembre, je pense que c'est vraiment la période pour le lire parce que c'est quand même assez sombre, je tiens à vous le préciser. C'est pas un thriller ou quoi, mais c'est vraiment un roman, pas policier non plus parce que c'est pas tout à fait le terme, mais on va suivre une enquête quand même et découvrir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé à ce jeune garçon donc qui s'appelle Henri, je sais pas si je vous l'avais dit. Et rien que pour ça déjà j'ai adoré, en plus de voir justement cette amitié en fait et l'amitié qui a éclaté tout ça, de voir à quel point en grandissant, parce que quand c'est nos amis d'enfance, on grandit, on évolue et des fois nos centres d'intérêt changent et c'est ce qui fait que nos amitiés parfois peuvent s'arrêter. Mais rien que pour ça, moi j'ai adoré ma lecture et je peux que vous le recommander. Je passe un peu vite pour celui-ci parce que je vous en ai déjà parlé comme je vous l'ai dit plusieurs fois et en plus de ça ma chronique est déjà disponible sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller voir là-bas. Ensuite malheureusement je vais vous parler d'une déception parce que malgré tout oui ça arrive, il s'agit donc de Celle qui devint le soleil que je vous ai déjà présenté et qui est absolument magnifique en termes de jaspage, en termes de couverture, etc. Ça fait très longtemps que je vous en avais parlé de celui-ci, mais regardez-moi cette beauté, il est magnifique. Et malgré tout, ça n'a pas suffi pour que j'apprécie ce roman. Côté résumé, nous sommes donc en 1345 en Chine pendant l'invasion mongole et nous allons donc suivre un paysan qui a 2 enfants, donc un garçon et une fille, qui sont très très pauvres. Il y a la famine dans tout le village, etc. C'est très compliqué de vivre. Et dès le début, en fait, il va y avoir une grosse catastrophe. Le jeune homme était destiné à une grande gloire, contrairement à la jeune fille, donc sa sœur, qui était destinée à être la pire en fait de sa famille, celle qui n'allait pas avoir d'avenir tout simplement et qui allait mourir assez prochainement. Sauf que comme je vous l'ai dit, il y a eu un gros incident dès le début du roman. Le père est donc décédé, tout comme le garçon. Et la jeune fille qui se dit, en fait, lui il était censé vivre et moi j'étais censée mourir, et bah je vais pas m'arrêter là et je vais prendre sa place. Et c'est donc une jeune fille qui va se transformer, qu'on peut dire du coup transgenre, parce qu'en fait elle va vraiment le rester tout au long du roman, et pas du tout avoir son apparence de femme et rester donc en homme. Et vous l'aurez donc compris, elle a pris l'apparence et la destinée de son frère. Elle, il, du coup je dirais peut-être plutôt il, même si à la base c'est quand même une jeune fille, on va donc dire il va se rendre dans un monastère et se faire héberger
plutôt intégré par les moines et il va suivre donc une destinée de moine afin de grandir et de pouvoir se nourrir, etc. Le concept était vraiment fou, l'idée de base j'aimais beaucoup, il y avait une petite vibe à la Mulan que j'aimais vraiment bien au début, sauf qu'en fait ça a très vite dégénéré. Alors certes je l'ai écouté en audio parce que très honnêtement je vais vous le montrer, c'est illisible, franchement je sais pas comment on peut lire ça en termes de papier, mais c'est écrit tout petit et franchement la police 2 c'est très peu pour moi, mais du coup je l'ai écouté en audio et je l'ai pas mis en accéléré, enfin pas tant que ça, je l'ai mis à vitesse comme si je lisais, mais ça n'a pas suffi. Franchement je n'ai pas du tout réussi à accrocher. Au début je trouvais ça très prometteur, etc. J'avais vraiment l'impression que ça allait me plaire et que j'allais un petit peu passer au-dessus de tout ce que j'ai pu entendre de négatif sur ce roman. Mais en fait, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il se passait rien et tout à la fois. Il y avait un nombre incalculable de personnages avec des noms du coup plutôt asiatiques, donc ça c'est pas du tout le problème. Mais déjà je les ai pas retenus et en plus il y en avait tellement, mais de tellement de points de vue, de tellement d'endroits en même temps, mais pas en même temps non plus, qu'en fait j'étais hyper paumée. Parce qu'en fait, si j'arrive à trouver un début de chapitre, je vais pouvoir vous expliquer un peu mieux. En gros, le livre se déroule en plusieurs parties. Donc là, j'ai atterri sur la deuxième partie qui est 1354 à 1355, donc l'espace d'un an. Et donc le chapitre juste avant, en fait, on nous parle de 1354, 9e mois, etc. Et en fait, l'autrice, du coup, nous relate vraiment des périodes, mais il faut vraiment suivre. Limite, il faut faire une frise chronologique pour réussir à suivre. Et là, du coup, la partie 2 commence le 10e mois dans la vallée du fleuve Huai. Donc franchement niveau chronologie etc j'ai trouvé ça super compliqué. Peut-être qu'en audio c'était pas le plus simple, mais je me voyais vraiment pas le lire. Et du coup je suis quand même contente de l'avoir découvert parce que je sais que je ne lirai pas le tome 2 malgré qu'il soit très très beau, mais au moins j'économise quand même 25 €. Cependant sur certains points comme l'ambiance, le côté de la Chine en 1345 etc, je peux vraiment comprendre que ça ait plu. Mais moi de mon côté j'ai vraiment pas accroché. En plus la protagoniste est vraiment détestable et de pire en pire. Franchement au début ça va, tu te dis bon elle est excusée avec ce qui s'est passé parce qu'il faut qu'elle survive etc. Mais franchement à la fin elle est détestable au plus haut point. Et certes l'autrice nous met un petit cliffhanger un peu à la fin qui nous dit je veux connaître la suite. C'est pas suffisant pour me dire je vais quand même lire la suite parce que franchement tout ce qui s'est passé avant ça servait limite à rien parfois. Les scènes de bataille qui sont irréalistes et complètement sorties de nulle part, pareil c'était pas... Franchement ça allait pas, c'était pas du tout, ça collait pas avec l'univers. Et rien que le fait qu'il y aurait eu moins de personnages avec moins de points de vue, parce que je sais pas si c'est moi qui ai mal compris, mais il y a des moments j'ai l'impression que ça changeait de point de vue et on passait à un autre personnage mais genre à perpète les oies et j'ai pas compris pourquoi. Et bah malheureusement voilà ce que j'en ai pensé. Je suis un peu triste en vérité de pas l'avoir aimé autant que j'aurais aimé l'aimer. Ça fait beaucoup d'amour dans tout ça. Mais du coup, voilà ce que j'en ai pensé. N'hésitez pas à me dire, même pour ceux d'avant et d'après, n'hésitez pas à me dire si vous les avez lus, si vous tentez. Si jamais je vous fais repousser encore une fois votre lecture, j'en suis vraiment désolée. N'hésitez pas à vous faire votre propre opinion et à me le dire en commentaire. Ça me ferait vraiment plaisir d'échanger avec vous. Mais voilà, malheureusement avec moi ça n'a pas marché. Et c'est comme ça, il y a des livres ça marche pas et il n'y a pas de souci, c'est pas grave. On passe au prochain. Nous passons donc à Belladonna que je vous parle dans le vlog qui est potentiellement sorti mercredi ou qui sortira dimanche. Je sais pas trop comment je vais organiser ces deux vidéos, mais du coup que je vous parle quand même un petit peu dans le vlog que je vous tourne du coup automnal. Bref, vous allez voir ça. Et donc que j'ai lu il y a très peu de temps parce que autant les deux autres je crois que je les ai lus en septembre. Et celui-ci je l'ai lu en octobre, début octobre, parce qu'en fait il y avait la dédicace le 7 si je dis pas de bêtises à Paris, et donc j'y étais avec mes copines donc Solène et Meg avec qui j'ai passé vraiment un excellent moment et en plus l'autrice c'est adorable. Pareil pour celui-ci, je vous en ai déjà parlé à de nombreuses reprises dans différentes palles parce que je l'ai mis dans ma palle du Pumpkin Autumn Challenge, du Greek Mythology Book Challenge. Ça fait beaucoup de challenges et c'est pas terminé, mais du coup je vous fais un rapide résumé. On suit donc Signia Faro, une jeune fille de 19 ans qui passe de tuteur en tuteur parce que la mort la suit et en fait bah, tout le monde décède un petit peu sur son passage. Elle se demande pourquoi, et en plus de ça il faut savoir qu'elle voit les esprits et l'ange de la mort avec qui elle a des conversations qui au début ne sont pas remplies d'amour mais qui finalement ils apprennent à quand même s'apprécier et à s'entraider pour la suite de l'histoire.
C'est vraiment un résumé très très bref, j'aurais pu être vachement plus en détail, mais bon, vous l'avez déjà entendu je pense. Dans tous les cas, si jamais vous avez besoin d'un résumé, n'hésitez pas, je mets tous les liens, qui sont donc des liens Amazon, puisque ce sont des liens affiliés dans la description. Comme ça, vous pouvez retrouver le résumé, potentiellement commander le roman s'il vous intéresse. Je vous ai aussi glissé le lien des librairies indépendantes, parce que voilà, je ne vous incite pas à acheter sur Amazon, mais sachez que si vous le faites, d'ici quelques temps, je vais potentiellement toucher quelques petits sous-sous. Donc c'est pour ça que je préfère vous prévenir et être totalement transparente avec vous parce que c'est normal. Mais voilà, sachez qu'en tout cas ces liens-là pourront potentiellement me rapporter de l'argent d'ici quelques temps. Du coup pour Belladonna, eh bien sachez que j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture. Mais on m'avait promis un plot twist de fou. Et en fait, je crois que je l'avais un peu vu venir. Disons que je sais pas si j'aurais été capable de vous dire il s'est passé ça avant de l'avoir lu, mais je l'avais senti venir et quand je l'ai lu, ça m'a paru tellement évident que ça m'a pas choqué. Parce que pour la petite histoire, j'étais donc dans le train avec mes copines, donc Solène et Meg, en rentrant de la dédicace, et on était en train de terminer le roman dans le train, et Meg était en mode « Waouh, je l'ai pas vu venir, je me suis fait berner du début à la fin et tout, comment c'est possible ?» Enfin, elle était vraiment choquée, parce que Solène l'avait déjà lu, donc elles en ont discuté. Et il y avait moi, et au moment en fait où je l'ai lu, elle était en train de se dire « Attends, elle l'a lu ou pas le plot twist ?» Parce que là, elle réagit pas, enfin c'est bizarre. Et quand je leur ai dit que je l'avais lu, enfin si c'était bien ça le plot twist de fou, eh bien c'est vrai que moi ça m'avait paru évident. Et du coup ça m'a pas fait un effet de waouh. Cependant sur les deux plot twists qu'il y avait, il y en a quand même un où j'étais vachement étonnée et je me suis dit waouh, c'est quand même vachement bien ficelé, c'est hyper cohérent et juste pour ça déjà j'ai trop aimé en fait voir à quel point l'autrice a trop bien ficelé son roman du début à la fin sur les deux intrigues finales, enfin les deux plot twists finaux, et j'ai trouvé ça vraiment fou de voir à quel point c'était hyper bien travaillé en fait. Il faut aussi savoir qu'il y a quand même une petite romance à l'intérieur, enfin plutôt une grosse romance qui prend pas mal de place, qui peut être un peu bizarre quand même, à vrai dire, parce que, bon, je peux pas vraiment vous le dire, j'ai pas trop envie de vous spoiler ou quoi, mais n'hésitez pas à venir en DM pour m'en parler, parce qu'en vrai, j'ai pas mal de choses à dire, mais du coup, par rapport à celui-ci, la romance est assez particulière, et si vous l'avez vu, je pense que vous comprenez pourquoi, mais franchement, c'est très bizarre. Vraiment, je l'ai trouvé assez étrange, c'est peut-être ce qui a fait que j'ai pas tant apprécié ma lecture que ça, mais en même temps, c'était quand même mignon, c'était quand même bien fait, c'était cohérent et du coup ça m'a pas plus choqué que ça. Maintenant que je l'ai lu, je peux officiellement vous dire que c'est le roman parfait pour l'automne, puisque déjà ça se passe en automne, c'est clairement dit dans le roman, mais en plus de ça il y a toute la dimension des esprits, de l'espèce de la petite enquête, etc. À un moment donné ils se rendent aussi dans la forêt, il y a potentiellement un espèce de cimetière, etc. Donc franchement il est vraiment parfait pour l'automne et je peux que vous le recommander. En quelques mots, j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture, j'ai pas été suffisamment surprise pour un coup de cœur, mais c'était vraiment très agréable à lire, ça s'est lu super vite parce que je l'ai lu quasiment en 2-3 jours grand max, franchement je l'ai dévoré, c'est un truc de fou. Bon, après je me suis imposé un rythme assez conséquent, c'est peut-être aussi ce qui a fait que j'étais pas tant attachée au protagoniste, mais en même temps, bah en fait ça m'a fait plaisir un petit peu de le rusher parce que du coup je l'avais quasiment terminé pour la dédicace et ça c'était quand même plaisant, mais on n'a pas pu parler de la fin avec l'autrice. Ça c'est un peu dommage, mais en vrai j'ai quand même bien aimé et il y a quand même des petits trucs à la fin qui font que j'ai envie de lire la suite qui est donc Foxglove, je sais plus s'il y a un G ou pas, mais il a l'air quand même plutôt bien. J'hésite à le lire parce que lui se suffit à lui-même, mais en même temps je me dis la suite peut amener pas mal de choses qui pourraient être intéressantes à voir. Ensuite, je voudrais vous parler de Inheritance Games, le 4e tome, qui est donc les frères Hawthorne, normalement donc en anglais. Je sais pas trop pourquoi ils ont traduit le titre, parce qu'en fait, ils ont juste mis en sous-titre les frères Hawthorne, mais ils auraient dû le laisser, parce que c'était de base le titre, et là on dirait que c'est une suite logique, alors qu'en fait c'est juste deux histoires qui accompagnent la trilogie principale, mais c'est pas vraiment une suite. Mais dans tous les cas, comme vous pouvez le constater, je pense, je sais pas si vous allez bien voir, mais j'ai vraiment bien aimé ma lecture. Alors faut quand même savoir que c'est pas tout à fait à la hauteur des 3 premiers, mais j'ai quand même passé un excellent moment, c'est très automnal, c'est vraiment une vibe de ouf avec toutes les enquêtes, avec les différentes choses qui se passent avec les frères, mais faut quand même savoir qu'on suit uniquement Grayson et Jameson, deux que j'adore par-dessus tout. D'ailleurs je pense que j'ai un petit penchant pour Grayson, j'aime beaucoup Jameson pour pas mal de choses, mais en vrai s'ils pouvaient juste faire un micmac des deux, j'avoue ça aurait été grave cool. Mais j'ai adoré suivre leurs deux histoires, je trouve que ces deux histoires apportent vraiment
quelque chose en plus, quelques petites explications qu'on n'a pas forcément dans la trilogie principale. Après il faut quand même savoir que c'est vraiment éloigné et c'est après la trilogie principale, mais moi j'ai bien aimé déjà les retrouver, je pense que c'est le plus gros point. Aussi retrouver le côté donc automnal, assez dark Academia, le côté des enquêtes, franchement juste pour ça j'aime trop en fait cet univers là. De plus on va parler un petit peu de casino et ça je kiffe parce que tous les jeux, pas forcément d'argent, mais les jeux en général, j'adore ça. Et du coup ça a quand même une place assez importante et franchement juste pour ça c'était trop cool. Et en plus de ça on en apprend un petit peu plus sur les pères notamment des deux garçons. Et ça c'est vraiment chouette sur leurs familles respectives. Et en fait on n'est vraiment pas du tout centré sur Avery qui a une place très secondaire dans ce roman. Et en vrai, malgré que je l'ai adoré dans la trilogie principale, je trouve ça vraiment cool d'avoir leur point de vue à eux sur la situation, sur leur ressenti, sur ce qu'ils vivent et c'était vraiment trop chouette. Si je vous ai pas fait de résumé, c'est normal, c'est parce que du coup c'est un espèce de 4e tome qui se passe bien après la trilogie donc je veux pas vous spoiler. Mais du coup sachez que j'ai adoré ma lecture, c'est loin du coup de cœur quand même, enfin loin. J'exagère un peu, mais c'est quand même pas un coup de cœur comme la trilogie, mais j'ai tellement aimé cette lecture que je peux que vous le recommander. Voilà, je vous en dis pas plus pour celui-ci, mais sachez que j'ai vraiment beaucoup aimé et je trouve ça vraiment complémentaire à la saga principale si vous voulez le lire. Et la fin de celui-ci présage une suite plus ou moins longue, mais en vrai j'ai quand même trop hâte parce que j'aime trop. Ensuite, je voudrais vous parler des Disparus du Pays Imaginaire, qui est donc une réécriture de Peter Pan, que je ne pensais absolument pas lire à cette saison, mais qui pourtant rentre vraiment dans la bonne période, parce que c'est un peu spooky, c'est un petit peu creepy, et en même temps c'est très automnal. Mais je vais quand même vous faire un petit résumé rapidement. On va donc suivre Wendy, qui il y a 5 ans de ça avait disparu avec ses 2 frères dans la forêt, et elle seule en est revenue. Sauf qu'après ce mois de disparition, elle ne se souvient d'absolument rien de ce qui a pu se passer. Et donc elle a une sorte d'amnésie en fait sur ce mois-ci. Et elle peut pas dire en fait où sont passés ses 2 frères, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Elle a donc essayé de se reconstruire comme ses parents et de vivre un petit peu normalement tout en sachant que ses frères sont disparus et qu'ils ont l'espoir en fait de les retrouver un jour. Et donc là, quelques années après tout ça, Wendy roule sur la route tranquillement, elle rentre chez elle et là, une espèce de bête, une ombre, quelque chose, lui tombe dessus et juste après un garçon lui tombe dessus aussi. Ce garçon la reconnaît et il s'appelle Peter. Vous voyez donc pourquoi je parle de réécriture de Peter Pan. Et celui-ci, je vous disais que c'était vraiment inattendu que je le lise maintenant parce qu'en fait c'était une lecture commune entre Amy et Solène, si je dis pas de bêtises. Et avec Meg on s'est dit allez let's go, on vous rejoint parce que franchement ça a l'air vraiment top. Et du coup on a fait ça toutes les 4, c'était vraiment chouette. Et malgré tout on a été un peu 2 teams. Donc Meg et Solène n'ont pas spécialement aimé et avec Amy on a, Amy je sais pas exactement à quel point, mais moi j'ai adoré ma lecture et franchement je m'attendais pas à autant aimer parce que la seule réécriture de Peter Pan que j'avais lu, j'avais pas tant accroché que ça. En plus avec Wendy tout ça, c'est pas forcément un personnage que j'affectionne plus que ça en temps normal. Et là pour le coup je l'ai vraiment beaucoup aimé dans celui-ci. Et même avec Peter Pan, tout ce qui a pu se passer autour. Alors certes c'est une réécriture vachement dark et un peu creepy quand même, et bien ça n'a pas empêché que j'ai adoré. J'avoue que je sais pas trop quoi vous dire exactement parce qu'en fait il est assez court, j'ai trop peur de vous spoiler du pourquoi du comment. Mais sachez que moi j'ai adoré ma lecture, un gros 5 sur 5 parce que du début à la fin en fait je l'ai trouvé hyper addictif. Vraiment c'est une des rares fois où je n'arrivais pas à le lâcher et durant toute la lecture commune en fait j'étais en avance et je l'ai même fini la première, ce qui est chose très rare, tellement en fait j'ai aimé et ça m'a embarqué, transporté, ça m'a en même temps fait pleurer toutes les larmes de mon corps parce que je suis un peu sensible et avec tout ce qui a pu se passer, enfin voilà, mais j'ai trop aimé en fait la relation qu'il y avait avec Peter Pan, son rôle et en fait tout ce qui a pu se passer. Alors certes c'était un peu prévisible comme pourrait vous le dire Solène, mais en même temps ça m'a beaucoup touchée et je pense que mon lien avec Peter Pan aussi joue beaucoup dans mon amour pour cette histoire. Et malgré les différences avec l'histoire principale, eh bien j'ai beaucoup aimé ces différentes modifications. Il faut quand même savoir qu'il y a énormément de clins d'œil. Alors Solène encore une fois vous direz non mais il manque ça, si et tout, notamment Crochet. Elle a pas du tout apprécié qu'il n'y ait pas Crochet et en vrai je suis bien d'accord parce que c'est quand même un personnage central dans Peter Pan et là il y était pas, mais en vrai il y avait donc Peter Pan, Wendy, ses 2 frères, le pays imaginaire, il y avait donc les enfants perdus même s'ils n'ont pas tout à fait le même rôle, il y avait le gland, il y avait la chambre, il y avait Nana, etc. Moi j'ai franchement trouvé que c'était très bien fait, franchement un défi
réussi haut la main pour Hayden Thomas. Et sa plume était vraiment très très bien, vraiment, j'ai failli dire exceptionnelle. Bon, je sais pas si j'irai jusque là, mais tellement addictive et envoûtante que je sais d'ores et déjà que je vais acheter d'autres de ses romans et en lire d'autres. Voici pour celui-ci, je vous en dirai pas plus parce que j'ai trop peur de vous spoiler, mais franchement c'était génial. Et enfin le dernier que je voulais vous présenter, c'est donc Mémoire de la forêt, le premier tome, que j'ai lu en lecture commune avec ma copine Émilie, qui à la différence de moi n'a pas tant apprécié que ça, enfin elle a bien aimé mais c'était un peu trop jeunesse pour elle. Mais étant férue de jeunesse, sachez que moi j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture. Et du coup, je vais vous faire un petit résumé quand même parce que c'est quand même bien. Dans cette histoire, on suit donc Archibald de Renard, qui est libraire dans la ville de Belle-Écorce. La particularité de cet univers, c'est que les livres sont uniques. Il n'y a qu'un seul exemplaire du même livre, et donc une fois acheté, eh bien la personne d'à côté ne peut pas en fait lire le même roman que toi. Et donc un matin, Ferdinand Taupe arrive dans la librairie justement de Archibald de Renard et va lui demander en fait où est passé son livre de ses mémoires, puisqu'il faut savoir que notre cher Ferdinand est atteint de la maladie de l'oubli-tout, ce qui équivaut à l'Alzheimer chez nous, et qui va donc vouloir récupérer ses mémoires, ce qu'il a écrit sur sa vie entière, enfin vraiment sa biographie, dans justement un des fameux livres. Sauf que Archibald de Renard l'a vendu la veille et donc ne peut pas le remettre à notre cher Ferdinand. Les deux amis vont donc partir en quête afin de retrouver le livre et donc savoir qui l'a acheté afin que notre cher Ferdinand puisse retrouver ses souvenirs. Voilà du coup pour celui-ci, ça a été une très bonne lecture. Ça n'a pas été le coup de cœur auquel je m'attendais, mais franchement j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. C'était hyper touchant, hyper poignant, et la plume de Michael Brun-Arnaud, c'est divin en fait, elle est divine sa plume, c'est doux, c'est poétique, c'est hyper... c'est pas soutenu dans le sens où tout le monde ne peut pas comprendre, mais ça reste quand même un langage suffisamment soutenu pour rendre quelque chose de... En fait, je trouve la plume très distinguée et très posée, et quand on l'entend parler de toute façon dans ses stories ou même en dédicace, il est hyper posé, il est hyper gentil, et franchement j'ai adoré déjà le rencontrer, mais aussi pouvoir lire son roman. En plus de ça, les personnages sont hyper attachants, bien qu'ils soient assez petits et que ce soit écrit aussi gros, mais franchement c'était hyper attachant, c'était hyper doux, hyper cosy, et on peut le lire aussi bien en étant jeune, puisque je crois que c'est à partir de 9 ans, si je dis pas de bêtises, peut-être 12, mais je crois que c'est 9 ans, donc on comprendra l'histoire. Mais du coup, quand on est aussi plus adulte, eh bien on le comprend encore une fois sous une autre forme. C'est un peu comme Le Petit Prince, selon la génération on va le comprendre différemment, et notre point de vue va évoluer par rapport au livre, et ça franchement j'ai adoré. Vous allez me dire c'est un peu comme tous les romans, certes, mais il y a un petit peu comme s'il y avait deux dimensions, une par génération, et ça j'ai trouvé vraiment exceptionnel en fait avec ce roman, et je peux que vous le recommander. Oh, et si jamais vous vous lancez dans ce roman, préparez les mouchoirs parce que la fin est triste. Franchement, j'ai versé quelques larmes, j'avoue. Voici donc pour ce grand Il était un livre. J'avoue, ça faisait peut-être un peu beaucoup de romans d'un coup, mais en même temps, il fallait vraiment que je vous fasse un bilan. Et j'ai encore de quoi faire un deuxième Il était un livre juste après, donc c'est un peu la folie, je l'avoue. Mais je suis très contente d'avoir ce rythme de lecture, bien que en fait c'est un peu en dépit de mes études. Mais en même temps, il est vrai que ça me fait hyper du bien de pouvoir lire en fait à ce rythme-là et de voir à quel point ça me fait plaisir de retrouver la lecture, de retrouver des histoires en fait, et même de sortir des livres que je ne pensais pas forcément sortir de ma palle tout de suite. Et si j'avais été en cours, potentiellement j'en aurais lu, je sais même sûr, j'en aurais lu beaucoup moins et beaucoup moins vite, et j'aurais peut-être un peu moins apprécié cette période automnale. Et là pour le coup je trouve ça vraiment fou à quel point, sans vraiment le faire exprès, j'ai choisi que des romans automnales pour octobre, même un peu septembre, et du coup je trouve ça vraiment cool et ça m'a fait beaucoup de bien. J'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les avez lus, si vous avez des avis divergents des miens, ou au contraire qu'on est vraiment sur la même longueur d'onde. Bref, dites-moi tout, que ce soit ici en commentaire ou sur Instagram. N'hésitez pas, ça me ferait très plaisir d'échanger avec vous. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, activer la cloche, tout ça, ça me fait plaisir et ça me permet de me soutenir. Et en plus c'est gratuit. Donc c'est tout bénef et pour vous et pour moi. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!